Il peut vous emmener de Dallas, Texas à Sydney, Australie. Il peut vous emmener de la ville de Dubaï à Sao Paulo. Il peut voler de Boston à Johannesburg, Paris à Jakarta, Seattle à Séoul. Il effectuera tous ses vols sans devoir atterrir avant d'arriver à destination. L'Airbus A380 est une merveille pour les longs courriers, un avion presque inégalé dans le ciel. Et plus de 15 ans après le début de sa carrière, il reste l'un des avions civils les plus impressionnants que le monde ait jamais vu. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer en détail l'A380, de sa conception de pointe à son excellent historique de service, en passant par les dilemmes et défis auxquels il continue de faire face pour justifier sa place en tant qu'avion le plus imposant du ciel. L'histoire de l'Airbus A380 ne débute pas avec la A380. En réalité, elle commence avec le Boeing 747 qui, lorsqu'il est entré en service pour la première fois en 1970, était le premier avion gros porteur moderne à long courrier que le monde ait jamais vu. Le 747 représentait une avancée majeure dans le transport aérien civil, avec sa vitesse de croisière proche de celle du son et sa capacité à transporter bien plus de 350 personnes sur des vols plus longs et continus qu'il n'était possible auparavant. Le 747 a été un succès commercial retentissant, avec plus de 1500 appareils produits et il est encore en service aujourd'hui, plus de 5 décennies après son premier vol. Le 747 a aussi offert à Boeing le monopole des vols long courriers à grande capacité, obligeant les compagnies aériennes à en acheter pour proposer ces trajets. Cependant, cet avion n'était pas parfait et ses coûts d'exploitation élevés poussaient souvent les compagnies à acheter des 747 à contre-cœur. À la fin des années 1980, plusieurs entreprises aéronautiques comprenaient qu'elles pouvaient briser le monopole de Boeing en produisant leurs propres avions de grande capacité. McDonnell Douglas a proposé le McDonnell Douglas 12 qui a finalement échoué. Lockheed travaillait en coulisses pour construire son propre avion de transport subsonique surdimensionné. En Europe, Airbus souhaitait également s'impliquer. En 1988, l'ingénieur John Reuter obtient l'autorisation d'étudier la construction d'un avion de ligne très grande capacité. Avec son équipe d'Airbus, il lance secrètement les premiers projets de conception et d'études de faisabilité. 2 ans plus tard, au salon aéronautique de Farnborough en Angleterre, les représentants d'Airbus ont annoncé que leur entreprise avait décidé d'aller de l'avant avec leur projet de produire un avion concurrent du 747 avec un objectif supplémentaire, que les coûts d'exploitation de leur avion soient 15% moins chers que ceux du Boeing 747-400. 4 équipes de conception composées de partenaires d'Airbus ont proposé leur technologie. En 1992, plusieurs ont été retenus pour présenter leur projet. L'avion, encore sans nom, a évidemment suscité l'intérêt de Boeing aussi, étant donné qu'il avait le potentiel de bouleverser tout leur modèle économique. Et Boeing et Airbus ont en fait fini par collaborer temporairement autour du projet pendant une partie de 1993 et une partie de 1994. En juin de cette année-là, Airbus a annoncé la fin de son partenariat avec Boeing. Ils allaient finalement poursuivre seuls le projet nommé A3XX. Cela ne semblait pas être une perte trop importante pour Boeing. Leurs propres recherches sur le soi-disant nouvel avion de grande capacité, un quadriréacteur prévu pour succéder au 747, ont été abandonnées peu de temps après en raison des inquiétudes de Boeing que le projet ne serait pas assez lucratif pour couvrir ses propres coûts. Mais Airbus n'avait apparemment pas de telles inquiétudes, ou alors ils se sentaient suffisamment confiants pour aller de l'avant malgré le risque. Finalement, les 2 entreprises semblaient heureuses de suivre leur propre chemin. Boeing a pu éviter une éventuelle action antitrust aux États-Unis. Et si l'on en croit Airbus, il serait difficile de voir comment nous pourrions coopérer avec Boeing sur un gros avion tout en étant en désaccord avec eux sur tout le reste. Certaines des premières conceptions de l'A3XX étaient, disons, peu conventionnelles. L'une d'elles, appelée P500, aurait utilisé une double bulle horizontale où 2 versions modifiées du fuselage de l'A340 d'Airbus auraient été assemblées côte à côte puis intégrées dans un fuselage extérieur unique. Cela aurait donné un avion vraiment large avec 3 allées au total, environ 20% plus grand que le 747-400, avec une capacité totale de 517 personnes. Le but de cette conception était d'essayer d'utiliser le fuselage large pour générer un peu de portance supplémentaire, un concept qui a été repris avec le plus récemment proposé et exceptionnellement étrange Aurora D8. Même si Airbus n'a pas retenu cette solution, c'était la première tentative de concevoir un fuselage optimal pour l'avion.
Sa capacité de transport prévue signifiait que simplement allonger un avion Airbus existant aurait sérieusement perturbé son aérodynamisme. Et si Airbus avait tenté de compenser avec des ailes vraiment gigantesques, ils auraient alors eu beaucoup de mal à faire entrer l'avion dans n'importe quel aéroport existant. Quelques autres conceptions ont également été envisagées, comme la configuration horizontale en double bulle, un design circulaire qui nécessitait un pont supérieur exigu et un design en forme de trèfle qui était plus spacieux mais beaucoup moins efficace sur le plan aérodynamique. Finalement, Airbus a abandonné ces trois concepts au profit d'une structure dite ovoïde, qui ressemble à une coquille d'œuf lorsqu'on la regarde en coupe transversale. Un long ovale qui n'occupait qu'un espace minimal, mais ne limitait pas trop la capacité de l'avion à voler. Cela signifiait que l'avion serait également à 2 étages et qu'il aurait 2 ponts sur toute sa longueur, au lieu de seulement dans une petite section avant comme le 747. Airbus a désigné 2 versions probables de l'avion. Un appareil plus petit pouvant accueillir environ 500 passagers et un plus grand pouvant en accueillir environ 600. Mais très vite, ces conceptions allaient commencer à prendre de l'ampleur, tout comme le nombre de sièges disponibles. Heureusement, Airbus a décidé d'éviter ce qu'il appelait les sièges de prisonniers, c'est-à-dire le siège du milieu de la rangée centrale de 5 sièges de front que l'on trouvait sur le 747. À la place, il voulait un aménagement pour le pont principal avec 4 sièges au centre et 3 de chaque côté. Outre la question de l'emport, le projet A3XX avait aussi d'autres problèmes à considérer. Un avion aussi massif devrait répartir son poids sur une structure flexible comme le fuselage. Les roues doivent supporter plus d'1 million de livres et permettre la navigation dans tous les aéroports mondiaux. Il faudrait aussi qu'il reste relativement silencieux. Et si quelque chose tournait mal, Airbus devait absolument avoir des protocoles en place pour évacuer autant de personnes rapidement. Pour répondre aux besoins long courriers, Airbus a choisi de nouveaux moteurs. Rolls-Royce et General Electric et Pratt & Whitney et agrandi ses ailes à près de 8500 pieds carrés, pouvant contenir 319,5 tonnes de carburant pour 7450 milles nautiques d'autonomie. Les ailes ont été conçues pour inclure des composites en fibre de carbone et l'avion a été construit avec un cockpit commun partagé avec les autres avions d'Airbus afin de garantir que les membres d'équipage puissent facilement se qualifier pour piloter l'appareil plus lourd. Ils ont mis au point un système d'évacuation permettant de faire sortir jusqu'à 966 passagers de l'avion en moins de 90 secondes, ce qui correspond à la capacité maximale en classe économique. L'avion a reçu une avionique avancée et Airbus a testé une version avec des canards à l'avant, mais cette option a été abandonnée. Malgré ces avancées, le programme A3XX a rencontré un autre obstacle. Les compagnies aériennes, désireuses de contrats, devaient choisir entre attendre le modèle prometteur d'Airbus ou acheter de nouveaux Boeing 747 pour répondre à la demande d'avions long courrier. Airbus hésitait à avancer son calendrier de production, à la fois par souci de garantir qu'il pourrait produire un bon nombre d'avions chaque année et pour éviter les éventuels embarras liés à la sortie d'une première version mal développée de l'appareil. Cependant, la société a finalement accéléré le processus de conception et a pleinement profité de son annonce en décidant de proposer un prix inférieur à celui de Boeing pour la nouvelle génération de 747. Ce geste provocateur envers Boeing a largement porté ses fruits. En janvier 1997, Boeing a annoncé qu'il ne prévoyait pas d'élargir la gamme du 747, laissant ainsi le marché des super jumbo jets à l'A3XX. Pour Airbus, les bonnes nouvelles n'ont pas duré. Un krach boursier en Asie a brièvement fait chuter le marché, remettant en cause la capacité d'Airbus à tenir ses promesses de réduction des coûts face au modèle 747 dominant. Les plans pour accélérer le développement ont été abandonnés et Airbus a expliqué au public impatient l'importance de ne pas précipiter le design final. Malgré la frustration de l'industrie aérienne, Airbus a pu poursuivre le processus et, en décembre 2000, l'avion était enfin prêt à recevoir le feu vert. Avec 50 commandes en attente, l'A3XX a été baptisé l'A380. Le chiffre 8 ayant été choisi en partie pour représenter la section transversale à 2 étages et en partie comme symbole de chance dans les pays asiatiques où Airbus espérait trouver des acheteurs pour l'appareil. L'appareil a été produit dans toute l'Europe de l'Ouest, certaines pièces transportées par barge, grues surdimensionnées ou par le célèbre Beluga d'Airbus. Les avions, construits en divers lieux, ont été assemblés à Toulouse, en France, où ils ont été dévoilés en 2005. Après des essais réussis, l'A380 a fait son premier vol avec passagers le 4 septembre 2006. Après un atterrissage sûr, il était presque prêt pour le service commercial. Mais cette version d'effet omet quelque peu les nombreux retards auxquels Airbus a été confronté lors de la production. Chaque avion nécessitait environ 530 km de câblage.
Et comme Airbus fabriquait chaque intérieur d'avion sur mesure pour chaque compagnie aérienne, le processus d'assemblage était à la fois extrêmement détaillé et très long. L'avion a souffert de problèmes logiciels. Il était difficile à configurer. Selon de nombreux employés d'Airbus, la culture d'entreprise réagissait excessivement aux mauvaises nouvelles, poussant les employés à retarder ou éviter de les annoncer jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour agir. Les compagnies aériennes ont subi d'importants retards, impactant Airbus et générant une mauvaise presse qui alimente encore la controverse aujourd'hui. Et de plus, l'avion était cher. Au total, l'appareil avait coûté entre 11 et 14 milliards d'euros lors de la finition du premier avion. Et des analystes estimaient que le développement du programme pourrait atteindre 20 à 25 milliards. Mais quel qu'en soit le coût, en 2007, l'avion était enfin prêt à voler à plein temps. Et quel avion c'était? L'Airbus A380 est le plus grand avion de passagers au monde, avec une longueur d'environ 73 mètres, soit 239 pieds, et une envergure de 80 mètres, soit 262 pieds. L'avion transporte 575 passagers en configuration de base et jusqu'à 853 en classe économique. Techniquement, il peut accueillir plus de personnes, mais les normes de sécurité le limitent. L'avion mesure 7 mètres de large, avec 10 sièges de front en économie et 2 à 4 en première classe sur le pont inférieur. Le pont supérieur accueille les passagers avec 6 sièges de front en classe affaires et 8 en classe économique. L'avion peut transporter jusqu'à 84 tonnes, pèse à vide de 285 000 kg et son poids maximal au décollage approche le double. L'A380 vole à 903 km/h, soit 561 000 par heure ou 0,85 fois la vitesse du son. Il vole sous un plafond de 43 000 pieds et peut parcourir jusqu'à 14 800 km, soit 9 200 000, soit plus d'un tiers du tour de la Terre. Au-delà de ses spécifications de base, l'A380 devient encore plus impressionnant lorsqu'on jette un œil sous le capot. Grâce à ses moteurs avancés, l'avion génère moitié moins de bruit qu'un ancien 747 et utilise l'inversion de poussée sur seulement 2 moteurs, ce qui soulève ainsi moins de débris à l'atterrissage. La conception des ailes de l'avion réduit la turbulence qu'il laisse immédiatement derrière lui, ce qui, si ce n'était pas contrôlé, pourrait représenter un danger pour les autres appareils. Sa conception offre une vitesse d'atterrissage lente, environ 130 nœuds, permettant une décélération au sol bien moins brutale que prévu pour un avion de cette taille. Les renforts du fuselage sont principalement constitués d'une structure en aluminium avec une gamme de matériaux composites allant des plastiques en fibre de carbone aux fibres de quartz et les ailes sont usinées de manière à leur donner une forme parfaitement lisse sur toute leur longueur, ce qui réduit la traînée. L'avion peut être entretenu sans aucune machine spéciale pour ces matériaux composites et dans les modèles plus récents, la structure est soudée plutôt qu'assemblée avec des rivets, ce qui rend l'ensemble de la structure à la fois plus légère et plus solide. Son ensemble avionique comprend des modules informatiques en temps réel, initialement utilisés dans les avions de chasse, et son poste de pilotage, bien que loin d'être épuré, est nettement plus rationalisé que ceux des avions concurrents. L'avion est équipé de commandes électriques et d'une technologie permettant un cockpit sans papier, toutes les données étant accessibles via clavier. L'Airbus A380 est conçu pour être aussi convivial pour les pilotes que pour les passagers, du moins autant que les avions long courrier le permettent. L'intérieur est silencieux, bien pressurisé, avec plus de rangement en hauteur, moins de bruit, de grandes fenêtres et plus d'espace pour la tête que le 747. Les sièges sont plus larges que dans la plupart des avions, même en classe économique, et il est assez facile de se déplacer dans la cabine. Malheureusement, les premières promesses d'Airbus d'inclure des bars, des salons de beauté et des restaurants à bord de leurs avions ont été, de façon assez prévisible, oubliées afin de maximiser l'espace pour les passagers. Mais il fallait probablement s'y attendre. Sur certains A380, notamment chez Emirates et Etihad Airways, les passagers bénéficient de cabines premium, suites de première classe fermées avec lit et douche chaude, tandis que d'autres compagnies offrent salon-bar, exposition d'art ou quelques suites appartements pour les ultra-riches qui choisissent de ne pas voyager en jet privé. L'avion est entré en service pour la première fois avec Singapore Airlines, et en moins de 2 mois, il générait une presse extrêmement positive. Selon le président-directeur général de la compagnie aérienne, l'A380 consommait 20% de carburant en moins que le 747, et d'autres compagnies aériennes ont rapidement exprimé leur approbation concernant l'économie de carburant de l'avion et sa fiabilité technique. Au fil des ans, l'A380 a prouvé qu'il pouvait utiliser du carburant synthétique et a vu sa structure, son poids au décollage et son autonomie améliorée.
Dans l'ensemble, l'A380 a tendance à satisfaire aussi bien ses passagers que ses pilotes, à la fois en comparaison avec d'autres options de voyage disponibles pour les vols long courriers et en offrant une expérience objectivement plutôt correcte dans les airs. Mais l'A380 a également été confronté à des problèmes, surtout au cours de ses premières années. En 2012, des fissures ont été découvertes dans les fixations des ailes d'un A380 après qu'un de ses moteurs se soit désintégré. Cette première crise pour l'A380, survenue 4 ans et demi après sa mise en service, a exigé la vérification de tous les appareils en service, et Airbus a dû payer plus de 130 millions de dollars en réparation. En 2014, Airbus a dû réparer les portes de l'A380 qui laissaient fuir de l'air, ce qui a coûté 100 millions d'euros supplémentaires à Airbus. L'A380 affiche l'un des meilleurs bilans de sécurité parmi les avions. De 2007 à 2021, il a transporté plus de 300 millions de passagers sur 800 000 vols sans accident de carlingue ni décès à bord, avec une fiabilité de 99%. La panne moteur citée plus tôt fut l'un des 2 seuls incidents majeurs rencontrés par l'A380. L'autre, en septembre 2017, était également un incident de panne moteur non contenu à bord d'un vol Air France, mais comme l'avion précédent, il a pu atterrir en toute sécurité avec seulement un de ses 4 moteurs endommagés. Actuellement, 254 A380 volent pour diverses compagnies comme British Airways, Emirates, Qantas ou Korean Air. Aussi réussi que l'A380 ait été dans l'ensemble, il a également été confronté au fil du temps à une demande du marché inférieure aux attentes pour ses services. La demande mondiale pour des très gros porteurs comme l'A380 a été bien moindre qu'Airbus ne l'avait prévu. Malgré des coûts d'exploitation inférieurs aux 747, les compagnies préfèrent des avions plus modernes, petits et économiques. Les compagnies aériennes ont eu tendance à proposer de moins en moins de vols long courriers, préférant plutôt offrir des vols à haute fréquence sur des distances plus courtes, ce qui permet de faire transiter facilement les passagers entre plusieurs aéroports sans trop de perte de temps. L'A380 ne rivalise pas avec le Boeing 767 sur les vols transatlantiques, ni avec le 777 sur les vols transpacifiques. L'avion manque aussi étonnamment d'autres variantes. La version cargo a été abandonnée en 2013, bien qu'elle aurait eu la plus grande capacité de fret après l'Antonov 225 Mriya, totalement détruit. Plusieurs versions agrandies ont été proposées puis abandonnées, malgré le potentiel d'augmenter l'autonomie ou la capacité de transport, tout simplement parce que ces caractéristiques ne sont pas réellement demandées sur le marché actuel. En conséquence, Airbus n'a pas réussi à atteindre le seuil de rentabilité avec son programme A380 et admet qu'il ne récupérera jamais les 25 milliards d'euros qu'il a investis dans l'avion. De grandes compagnies aériennes ont déjà retiré l'A380 de leur flotte. Air France et Hi Fly Malta ont cessé leur collaboration pendant la pandémie, et Malaysia Airlines a retiré le dernier, A380, en octobre 2022. Emirates, Korean Air, Thai Airways, Asiana Airlines et Qatar retirent progressivement ces avions. Lufthansa et Etihad Airways ont seulement commencé à remettre en service quelques A380 après une longue immobilisation. L'A380 n'a jamais été choisi par une compagnie aérienne américaine, car il aurait nécessité d'importants aménagements aéroportuaires pour accueillir ses passagers. Et sans un marché aussi vaste, la plupart des compagnies aériennes n'ayant besoin que d'une douzaine ou moins de ces avions pour répondre à leur propre capacité de service, il n'y a tout simplement aucune raison de produire davantage d'A380, alors que la liste des raisons de les retirer du service ne cesse de s'allonger. Voici l'A380, à la fois pour son design, ses exploits aériens et les défis qui l'ont ramené sur Terre. L'A380 vole encore aujourd'hui dans une poignée de compagnies aériennes, et il fait partie des options de voyage aérien les plus uniques et souvent les plus opulentes qu'un voyageur puisse trouver. Mais si vous espérez avoir la chance d'en prendre un, eh bien c'est le moment ou jamais. Dans 5, 10 ou 15 ans, A380 ne volera sans doute plus, cloué au sol par une industrie qui reconnaissait ses capacités, mais qui n'en avait finalement pas besoin. Sans demande du marché pour un avion de ce type, il est tout à fait probable que le statut de l'A380 en tant que plus grand avion de passagers au monde perdurera. Mais il devra perdurer après le départ éventuel et complet de l'A380 du ciel.